Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Formule 2. En début de saison, nous étions avec Aurélien qui ne peut pas être disponible aujourd'hui pour évoquer cette saison de Formule 2. Une saison qu'on attendait tout particulièrement puisque calendrier chamboulé, puisque bon nombre de jeunes talents qui arrivaient de la FIA F3. Et une saison finalement qui, en termes de spectacle, a tenu toutes ses promesses. 12 vainqueurs différents, 16 pilotes différents sur le podium. Louis, est-ce que c'est pas une des plus belles saisons de F2/GP2 qu'on ait vu depuis le début de la série en 2005 ? Bah écoute, c'était une saison exceptionnelle, tu l'as dit, très très disputée, 12 vainqueurs, c'est incroyable d'avoir autant de vainqueurs dans une saison. Mais de toute manière, la F2, c'est un championnat qui, de coutume, est particulièrement disputé, donc c'est pas très étonnant de voir de tels résultats, enfin en tout cas de telles statistiques. Moi, c'est un championnat que j'aime beaucoup, et quand on dit, quand je vois que tout le monde se plaint du manque de spectacle en Formule 1, mais je dis toujours, mais regardez la Formule 2, c'est génial, il se passe toujours plein de choses. Et effectivement, les chiffres parlent, et ça a été de nouveau une super saison. Effectivement, ouais. Et une saison qui a été indécise de bout en bout, une saison où l'on a vu beaucoup de pilotes différents à pouvoir prétendre au titre, notamment jusqu'à l'arrivée à Sochi, lorsqu'on a vu les 3 triple rounds, les 2 en Autriche et celui en Hongrie, puis les 2 à Silverstone et celui en Catalogne, puis le trio Spa, Monza, Mugello. Sur ces 9 premières courses, on savait pas trop où aller en termes de favoris pour le titre. Et puis d'un seul coup, Mick Schumacher a émergé selon sa fameuse théorie de faire une saison pour un peu observer et une deuxième pour gagner. Et c'est ce qu'il a fait lors de cette deuxième saison de Formule 2 pour lui. Oui, alors Schumacher, il n'était pas aux avant-postes sur la première partie de saison, mais il a été très régulier, il a marqué beaucoup de gros points, beaucoup de podiums sans victoire, hein. Sa première victoire, elle apparaît à Monza, quasi aux 2 tiers de la saison. Pendant ce temps-là, Aylot et Schwartzman se partageaient les victoires, avec quelques-unes pour Tsunoda aussi. Mais en tout cas, oui, il était assez loin, Schumacher. Après, tu dis que Schumacher a émergé en fin de saison, je suis pas spécialement d'accord, je dirais plutôt que c'est Aylot et Schwartzman qui ont littéralement coulé, parce que si on regarde sur les 4 derniers meetings, pardon, Schwartzman, c'est une seule victoire le samedi, et sinon comme meilleur résultat, une 4e place et 4 abandons, enfin 4 courses sans points. Et c'est la même chose pour Aylot qui est 3 fois hors des points, qui ne gagne plus à partir de la 2e course de Monza. Donc voilà, c'est des pilotes qui ont sombré en fin de saison. Et ça a offert le titre à un Schumacher qui, s'il n'a pas été flamboyant, en tout cas a été très régulier et très solide. Effectivement, ouais, Mick Schumacher a été sans prise de risque dans la première partie de saison. Il s'est contenté de scorer ce qu'il pouvait scorer. Il n'est pas allé chercher vraiment des moves très, très impressionnants, à part peut-être sur la deuxième course en Hongrie, où c'est sa première course vraiment impressionnante. Mais la Hongrie, c'était un circuit sur lequel il était plutôt méritant l'an dernier. Donc effectivement, on s'attendait à ce qu'il performe aussi cette année sur circuit. Mais tu l'as dit, ensuite, ça a été plus un Mick Schumacher qui savait être là au moment où il fallait, jusque sur ses derniers meetings où on l'a vu très agressive, très voulant acter son titre le plus tôt possible, ce qu'il a voulu faire dès le premier meeting de Bahreïn, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Il a finalement été confirmé en F1 entre les 2 meetings, et ce qu'il a pu faire seulement à la dernière course, au terme d'une course un peu dantesque, qu'il l'a vu terminer dans les bas-fonds. Mais comme tu l'as dit, Aylot et Schwartzman se sont écroulés. Schwartzman, c'est vraiment très étrange cette saison, parce que en fait, tout à l'heure je parlais de trio de course. Quand tu prends son premier trio de course, donc les 3 week-ends de suite avec les 2 en Autriche et celui en Hongrie, il est hyper performant. Tout de suite tout le monde se dit ok, ça va être le favori pour la saison. Il a la voiture la mieux préparée, la Prema. Il est très très fort, c'est lui qui va gagner. Tu regardes les meetings suivants à Silverstone et puis en Catalogne. Alors il fait un podium en Catalogne, mais sinon c'est vraiment abyssal. Ces 2 meetings à Silverstone, il est très très loin, il s'accroche dans le peloton, il a des difficultés à remonter. Enfin, c'est absolument pas propre ce qu'il fait. Il s'accroche avec son coéquipier quand même, avec Mick Schumacher, même si la faute est plus pour Mick Schumacher pour le coup. Et puis lors du 3e trio de course, à Spa, Monza et Mugello, c'est un peu la résurgence pour Robert Schwartzman, qui se remet à gagner, qui se remet à être aux avant-postes. Avant, tu l'as dit, de un peu s'écrouler de nouveau à Sochi. C'est vraiment une saison en dents de scie où on l'a vu être très haut et très bas, et tu l'as dit, c'est le pilote qui a le plus gagné cette saison, et finalement c'est peut-être celui aussi qui nous laisse le goût le plus amer, tellement on le voyait champion pendant une longue partie de la saison. Oui, tout à fait, d'autant plus que en tant que rookie, quand tu commences à gagner en début de saison, on s'attend à ce que tu t'améliores en plus au cours de la saison, et ça n'a pas été le cas, donc c'est encore plus décevant. Mais oui, j'ai quand même plus l'impression que cette saison,
c'est la défaite de Ilott et Schwartzman plus que le véritable titre de Schumacher. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, en fait, Schumacher, c'est le champion de Formule 2 GP2 qui a marqué le moins de points par rapport au maximum de points admissibles. Donc ça a été le champion de F2 le moins performant de l'histoire depuis 2005. Et je mettrai un petit article sur le site Multi21, hein, allez nous voir sur multi21.fr. Je mettrai ça sur le site, mais en tout cas le classement des meilleurs pilotes de F2 depuis la création du championnat en 2005. Et vous verrez que Schumacher est assez loin. Donc bon, c'est vrai qu'il y a un déficit, je trouve, de performance pure pour Schumacher. S'il est régulier, c'est très bien, mais il est quand même pas si rapide que ça, je trouve. Et ça risque d'être un gros problème en Formule 1 s'il ne hausse pas son niveau de jeu. Et tu disais c'était la défaite de Ilott et Schwartzman. J'ai l'impression que c'est surtout la défaite de Callum Ilott, en fait, plus que celle de Robert Schwartzman, parce que tu l'as dit, Robert Schwartzman est rookie. Donc à la limite, on peut, même si c'est extrêmement frustrant sa saison, et même si on ne voulait absolument pas qu'il s'écroule, on peut lui pardonner le fait d'être rookie. Ce n'est pas le cas de Robert Schwartzman qui a autant d'expérience en Formule 2 que Mick Schumacher. Donc on avait l'impression que le duel final était plus entre les deux, avec à la fin un Schwartzman qui était un peu plus mis sur le côté en disant bon, c'est un jeune pilote, il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est sa première saison, il reviendra l'an prochain plus fort, ce qui sera sans nul doute le cas. Mais pour Ilott, alors que c'est que sa deuxième saison, on avait déjà l'impression que c'était la saison de la dernière chance, et c'est un peu aussi, je sais pas si ça a joué sur sa mentalité pour les 2 derniers rounds à Sakir, mais tu avais l'impression que c'était le tout pour le tout, alors que pas du tout, c'est un jeune pilote. Donc c'est vraiment lui, en termes d'image, le grand perdant de la saison, je trouve. Oui, mais enfin, de toute manière, moi, j'ai jamais vu Ilott comme un prétendant potentiel à un baquet en Formule 1. Et donc finalement, ça m'étonne pas spécialement qu'il soit derrière Schumacher et qu'il n'aille pas en Formule 1 l'année prochaine. Je l'ai pas non plus trouvé très très intéressant cette année. On va parler du reste du plateau, et pour cela, on va se diviser en petits tops et petits flops. Alors on en a fait 4 tops et 4 flops, de chacun à chaque fois. Louis, je te laisse commencer par les pilotes qui t'ont émerveillé cette saison, les pilotes que tu as beaucoup aimés, avec pour commencer un pilote qu'on verra dès l'an prochain en F1, je crois. Et oui, mais tu sais que j'aime les pilotes japonais, hein, je l'ai déjà dit. On ne le dira jamais assez. C'est vrai qu'ils s'entraînent sur leur île pendant très longtemps, et puis quand ils sont mûrs, de temps en temps, il y en a un qui arrive en Europe, et le plus souvent, ça donne pas grand-chose. Mais là, Yuki Tsunoda, il a été excellent cette année. En tant que rookie, il termine 3e, donc c'est un excellent résultat. Et tu l'as dit, il ira chez AlphaTauri l'année prochaine. Hein. C'est pas signé, mais c'est dans l'air. Hein. En tout cas, on le voit venir. Et voilà, Tsunoda, il a été excellent comme pilote rookie. Il termine même devant Robert Schwartzman, qui est considéré comme un probable futur champion du monde. Donc voilà, un gros chapeau à Yuki Tsunoda, qui, je le rappelle, il y a 2 ans seulement, était en F4 Japon. Donc il y a une ascension météorique pour Yuki Tsunoda, et je lui souhaite tout le meilleur pour la Formule 1. Effectivement. Ouais. Alors, toi, tu avais mis qui en premier top avant de passer au deuxième? J'avais mis Felipe Drugovich, qui était un pilote dont on avait très peu entendu parler jusqu'à l'année dernière. C'est un pilote qui est arrivé en F2 sans faire beaucoup de bruit, qui était pas très bon l'an dernier lors de la saison de F3, qui avait certes gagné, on l'avait présenté en début de saison, l'Euroformula Open il y a 2 ans, mais on sait tous que l'Euroformula Open, c'est pas forcément le championnat le plus représentatif en termes de niveau des pilotes, hein, bien évidemment. Mais sur cette saison, écoute, moi il m'a étonné. Alors il avait clairement pas une des meilleures voitures du plateau, enfin tout le monde a les mêmes voitures bien évidemment, mais on parle de réglage, et la MP c'est pas forcément la voiture la mieux réglée du plateau, c'est une bonne voiture. Et pourtant Felipe Drugovich a été très très bon. On l'a au début de saison souvent qualifié de pilote de course du dimanche, c'est-à-dire les courses à grille inversée. Donc on se disait oui, mais il bénéficie de son résultat du samedi pour pouvoir s'imposer le dimanche. C'était sans doute très vrai. Sauf que sur les derniers meetings, entre sa perf au Mugello où il termine au pied du podium, et puis ses 2 meetings à Bahreïn où il fait une victoire, un podium, et dans la course principale à chaque fois, c'est un jeune pilote qui nous a vraiment beaucoup plu cette saison. Et l'année prochaine, il sera plus chez MP, il sera chez Univirtuosi, qui est l'une des meilleures voitures du plateau. Et j'ai vraiment hâte de le voir dans une voiture comme ça pour le voir confirmer sa bonne saison. Vraiment, j'en attendais pas grand-chose, et je suis agréablement surpris par jeune pilote. Oui, effectivement, Drugovich, c'était un pilote qui sortait un peu de nulle part et qui a été très surprenant. Donc, je te rejoins aussi sur ce top-là. Allez, dans les tops, j'avais aussi envie de parler de Robert Schwartzman. On en a déjà parlé. Mais voilà, 4e du championnat avec 4 victoires. Il a quand même fait une très bonne saison, et ce sera un grand favori pour l'année prochaine. Voilà, il y avait d'autres pilotes qui ont été très bons aussi en rookie. Hein. Je pense à Lundgaard ou même à Armstrong, qui a été bon en début de saison avant de s'effondrer. Mais
Voilà, j'avais quand même envie de mettre un bon point à Robert Schwartzman parce que il a été loin d'être mauvais, pardon. Effectivement. Et puis mon dernier top, écoute, tu as parlé d'un jeune pilote Red Bull avec Yuki Tsunoda, j'ai envie de parler d'un autre jeune pilote Red Bull, Yuri Vips. Yuri Vips qui s'est retrouvé en F2 par un concours de circonstances, puisque on a eu un Sean Gelael qui a dû s'absenter pour quelques meetings. Alors on ne sait toujours pas la raison précise, hein, Dams reste assez mystérieux là-dessus, et j'espère que c'est pas trop grave pour Sean Gelael parce que ça fait un peu peur tout silence. Mais Yuri Vips en a profité pour prendre ce baquet et a été immédiatement très bon sur des circuits que tout le monde connaissait, c'est-à-dire Spa et Monza. Il termine à chaque fois à la porte des points. Il est en 11e position, en 9e position sur les courses à grille inversée. Il est vraiment pas loin. Et puis au Mugello, sur un circuit où tout le monde partait d'une page blanche, où tout le monde était en inconnu, première course, il termine dans les points, 7e. Deuxième course, podium. Ce qui fait qu'il termine devant Sean Gelael et qui marque 16 points contre 3 points pour l'Indonésien, alors qu'il fait quand même 2 fois moins de meetings, ce qui est quand même une performance assez remarquable. Et du coup, de la même façon que je vais beaucoup regarder Drugovich en 2021, j'aimerais enfin que Red Bull arrête de faire n'importe quoi avec l'ami Yuri Vips qui est baladé entre la Super Formula, la FIA F3, qui a été baladé à peu près dans tout ce qui était possible de le balader, qu'ils le mettent en F2 l'an prochain. Ils auront certes l'ami Tsunoda en F1 dans la première AlphaTauri, mais ça fait toujours du bien d'avoir un jeune pilote compétent en F2 lorsque tu es un pool de jeunes pilotes, et c'est pas Daruvala qui va leur donner cette satisfaction, en tout cas pas pour l'instant. Donc moi j'aimerais voir une saison complète de Yuri Vips en F2 parce qu'il m'a fait extrêmement plaisir sur les 4 meetings qu'il a fait. Oui, effectivement, il mériterait bien d'avoir une saison complète soutenue par Red Bull avec un bon volant, et je pense qu'il ferait aussi de très bonnes choses. Alors écoute Clément, je te propose de passer au flop de cette saison, et moi je vais parler en premier lieu d'un autre pilote Red Bull, en tout cas d'un ancien pilote Red Bull, Dan Ticktum, qu'on avait tous les deux mis dans notre podium provisoire, enfin prévisionnel en tout cas en début de saison. Et Ticktum, je l'ai trouvé décevant parce qu'il avait une Dams qui est quand même censée être une bonne voiture, en tout cas une voiture bien réglée, hein, c'est un gros team Dams. Il avait fait un bon début de saison, je me disais que effectivement le Ticktum nouveau était arrivé parce que il avait montré un peu de maturité en début de saison, et puis très vite il est retombé dans ses anciens travers, à s'énerver, il était moins performant, on l'entendait pleurer à la radio, voire même être un peu menaçant sur certains commentaires à la radio, retomber dans ses anciens travers, et donc c'est pas comme ça qu'il va s'améliorer, c'est pas comme ça surtout qu'il va convaincre une écurie de Formule 1 de lui faire confiance. Donc Ticktum qui a intérêt à se reprendre très sévèrement l'année prochaine s'il veut garder une chance d'aller en Formule 1, et je pense pourtant qu'il a le talent pur pour aller en Formule 1. Ok, oui, et ça me fait très très mal puisque tu l'as dit, on l'a tous les deux mis dans nos tops, tu l'as même mis champion dans ta prévision de saison. C'est un pilote qui a un énorme talent, mais bête comme ses pieds, il réfléchit pas, il s'énerve, et ça fait tellement mal parce qu'on aimerait tellement voir ce mec arriver beaucoup plus haut, surtout que lui a eu une histoire incroyable, trahi par Red Bull, suspendu 1 an. Il mérite beaucoup plus, et peut-être qu'on parlait de 2020 comme son occasion de se remettre dans le bon chemin. Peut-être que 2021 c'est sa dernière chance de vraiment prouver qu'il peut accéder à la F1. Après ça sera trop tard, et c'est peut-être déjà un peu trop tard. Oui, parce que c'est pas dit qu'une écurie lui refasse à nouveau confiance l'année prochaine. Effectivement. Alors dans nos prévisions de pré-saison, on avait parlé de Dan Ticktum comme potentiel vainqueur, que tu avais mis vainqueur, et moi je l'avais mis seulement deuxième derrière un autre homme, Marcus Armstrong, dont on attendait tous les trois beaucoup, Aurélien, toi et moi, en début de saison, hein, dont on avait fait l'éloge en présentation de sa saison. Aurélien lui aussi l'avait mis champion, et un Marcus Armstrong qui a fait une saison plus que moyenne, pour ne pas dire assez mauvaise. On disait tout à l'heure que Ilott et Schwartzman avaient eu des trous dans leur saison, des trous d'air. En fait, Armstrong, une fois qu'on est sorti du Red Bull Ring, c'était fini. C'est ça, au Red Bull Ring, sur les 2 premiers meetings, on a eu un très bon Marcus Armstrong et on s'est dit ok, il est dans le rythme, il se prépare, il s'est fait à la harte, et en Hongrie ça va péter, ça va être le Armstrong qu'on attendait. Non, jamais, rien. Il aura fallu attendre les derniers meetings pour le voir choper des points désespérément, des 9e places, terminer au pied des points, à la porte des points, à la 11e place. C'est une saison très délicate de Marcus Armstrong, une saison qui fait encore plus tâche que sur la Ferrari Driver Academy. Ses concurrents c'était Schumacher, Ilott et Schwartzman, c'est-à-dire le premier, le deuxième et le quatrième du championnat. Et de l'Istra aussi qui finit 8e.
Non, de l'Etra, c'est As. Il me semblait qu'il était soutenu par Ferrari, autant pour moi. Il est chez As, le 5e pilote Ferrari, c'est Giuliano Alesi, dont je n'ai pas parlé pour des raisons évidentes, puisque une saison encore plus médiocre. Mais voilà, Marcus Armstrong, on le sait, c'est un mec qui avait été champion en F4, qui avait terminé sur le podium à chaque fois dans les Toyota Racing Series, en FIA F3, donc dans des championnats très compétitifs. Et on attendait beaucoup de sa première saison, et il nous a extrêmement déçus. Du coup, je sais pas du tout quoi penser de Marcus Armstrong pour 2021. J'espère qu'il va se reprendre parce que c'est un mec qui a un talent énorme. Mais quelle saison affreuse pour lui. C'est vraiment c'est hallucinant de le voir galérer autant. Oui, effectivement. Et tu fais bien de le dire, mais en plus, Armstrong, il faisait quasi jeu égal avec Schwarzman partout où il est passé. Donc on s'attendait à ce qu'il soit au moins au niveau de Schwarzman, et ça n'a pas été le cas. Effectivement, ouais. Alors de mon côté, j'ai mis un deuxième flop et j'ai envie de parler de Nikita Mazepin qui va faire le grand saut vers la Formule 1. Alors tu vas me dire, mais mettre en flop un pilote qui va aller en Formule 1, il peut pas être si mauvais que ça. Alors déjà, il faut voir qu'il n'est que 5e du championnat pour sa deuxième saison, c'est quand même plutôt mauvais pour un pilote qui va en Formule 1. Ça nous rappelle les grandes heures de Arianto, Van der Garde et compagnie. Ah bah Arianto parce que beaucoup de gens ont la mémoire courte, mais Arianto en GP2 c'est très fort et il termine juste derrière Van Dorn et Rossi qui sont quand même des mecs qui ont été champions de GP2 ou vainqueurs de l'Indy 500, donc c'est pas rien. C'est plus, vrai. tu vois, ça nous rappelle plus Marcus Ericsson qui était arrivé en terminant 4e ou 5e, ou à l'époque où on pensait que Luis Radzia allait arriver en F1, c'est plus ça, tu vois, être terminé 5e de F2. Tu fais bien de le rappeler. Mais voilà, en tout cas, Mazepin, c'est pas fameux cette année. C'est pas fameux en termes de vitesse. Il y a eu quelques très beaux dépassements, mais vraiment, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et c'est tout, en fait. Sinon, il y a que du négatif pour Nikita Mazepin. Ses défenses en piste sont plus que limite. Il a d'ailleurs été pénalisé plusieurs fois pour ça. Il s'énerve beaucoup, il est violent, mais littéralement, quand on l'a vu notamment balancer avec sa monoplace le panneau de la deuxième place sur Tsunoda qui était déjà sorti de sa voiture à Spa. Je sais pas si tu te souviens de cette image. Oui, tout à fait. Voilà, il a déjà été violent par le passé. Il était venu carrément mettre des coups de poing avec Callum Ilott, je crois, en F3 d'ailleurs. Voilà, et en plus, c'est un pilote qui, en dehors de la piste, est raciste, il est jamais à court de déclarations racistes envers ses camarades et même en dehors de ça. Homophobe aussi, on se souvient aussi qu'il a fait une grosse soirée le soir où des gens sont morts où il y a eu un accident et plusieurs personnes sont mortes dans une mine de son père. Voilà, donc clairement, c'est un personnage absolument détestable et c'est même pas un bon pilote qu'on aura en Formule 1 l'année prochaine. Donc, gros carton rouge à Mazepin. Effectivement, ouais. D'ailleurs, Mazepin, pour ceux qui détestaient Grosjean et Magnussen pour le côté soi-disant pilote dangereux et défense rugueuse, préparez-vous, parce que là, on n'est pas du tout sur le même level. Et autant Magnussen et Grosjean sont des mecs super sympas et tout le monde dans le paddock sait à quel point c'est des mecs super sympas. Grosjean, c'est quand même le président de l'association des pilotes, c'est pas rien. Mazepin, il est détesté par tout le monde et pas pour les raisons de type je suis seul dans mon coin, je fais mon truc et je vous emmerde comme pourraient l'être certains jeunes pilotes. C'est, comme tu l'as très bien décrit, Louis, c'est un enculé de première. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, tout est dit, quoi. Quand tu dis ça, tu dis tout. Ouais, autant Tic-Tom, on peut lui pardonner parce que c'est dans le feu de l'action et en dehors de la piste, bon, ça se passe bien. Oui, il a pas mauvais fond en dehors de la piste. C'est un mec qui est pas mauvais, Tic-Tom, en dehors de la piste. Il respecte les autres, c'est juste qu'il fait son truc dans son coin et que ça l'énerve sur la piste et voilà. Mais voilà, il a eu quelques coups de sang sur la piste, mais en dehors de la piste, voilà, c'est un mec qui est assez apprécié. Mais Mazepin, c'est vraiment voilà. Bon, quelqu'un qui est détestable même en dehors de la piste, donc voilà, je vais pas en dire plus. Écoute, pour le dernier flop, on va rester dans l'univers de la F1 puisqu'on va parler d'un pilote qui cette année aura fait au moins une course de F1 au moment où on enregistre, peut-être deux ce week-end. C'est Jack Aitken qui a été promu par Williams en F1. Alors pourquoi mettre Jack Aitken dans les flops alors qu'il est allé en F1 chez Williams? Parce que de la même façon que Marcus Armstrong a cassé son élan avec cette saison, c'est la même chose pour Jack Aitken. Jack Aitken, son parcours, il est très simple à suivre. C'est un mec qui a énormément dominé dans les Formules Renault. Et puis après, dans les championnats suivants, il a toujours eu un step de commencer un championnat en étant la première saison 4, 5, 6, 7e pour s'adapter à la voiture. Et puis la deuxième saison, boum, podium. Il avait fait ça notamment en GP3 en terminant deuxième derrière George Russell en 2017 en perdant le titre sur la dernière course. Donc quand tu perds le titre face à George Russell, c'est que quand même t'es pas mauvais si t'as lutté toute la saison. Sa première saison en 2018 chez Hart en F2, c'était mal passé, mais
dès sa deuxième saison l'an dernier chez Campos. Il termine 5ème avec une Campos en plus, donc avec une des voitures les moins performantes du plateau. Il arrive à terminer 5ème, il gagne 3 courses dans la saison et tout le monde se dit ok, Jack Aitken en fait il sait être bon dans une voiture pas très bonne, donc cette saison il va pouvoir le refaire. Et là, non, rien. Jack Aitken, c'est pas une seule victoire cette saison, c'est 2 podiums à Silverstone sur un meeting. Je vais pas dire pas le plus facile de la saison, mais c'est plus facile sur un circuit où tout le monde roule 2 fois de mieux régler sa voiture en fait. Sur toutes les autres courses, ça a été très compliqué pour Jack Aitken. Et surtout qu'Aitken est britannique et donc il a beaucoup roulé en plus à Silverstone avant la F2, avant la F3, etc. Quand tu roules en F4 britannique, il avait tourné dans tous les championnats mineurs britanniques, ce qu'ils appellent la Formule 5 ou les formules Ford locales chez eux, les Dunlop Series et les choses comme ça. Donc paradoxalement, il vient de faire ses débuts en F1, mais c'est peut-être la fin aussi de ses ambitions pour aller en F1 réellement sur toute une saison. Parce que là où les autres pilotes Williams, les jeunes pilotes Williams, genre Russell ou Latifi, ont su à un moment confirmé faire podium ou titre et aller en F1, lui c'est toujours pas le cas. Et honnêtement, au-delà de sa 14e place au général, je l'ai trouvé très faible en qualification cette saison. Et ça, c'est assez inquiétant. Ouais, effectivement. Écoute, je te rejoins aussi sur tes tops et tes flops. Je pense qu'on était assez d'accord sur ce qui s'est passé. Oui. En tout cas, on est absolument d'accord sur le fait que c'était une saison extraordinaire. On s'est beaucoup amusé, on a pris beaucoup de plaisir à regarder cette saison. On espère que vous aussi. Et on espère que la saison prochaine sera aussi intéressante et que vous aussi la suivrez avec nous. Effectivement, ouais. D'ailleurs, une dernière petite pression sur cette saison pour dire à quel point le niveau monte chaque année, c'est que le pilote le plus mauvais de la saison peut être unanimement donné à Guilherme Samaya, qui a très souvent été dernier, voire plus que dernier, voire à un tour de retard. Et pourtant, en rythme de course pure, il était moins mauvais que les pires pilotes qu'on a eu les années précédentes, qui étaient souvent des hontes de fond de peloton. On se rappelle de Rangunathan l'an dernier, qui était l'exemple même de ce type de pilote. Donc si même le fond de grille commence à devenir d'un bon niveau, ça nous promet beaucoup pour la suite. Et surtout, l'an prochain, on aura sans doute Théo Pourchaire en F2. Et ça, en tant que Français, autant vous dire que si on a Théo Pourchaire dans une Dams ou dans une Hart, dans une voiture française en F2, ça va être incroyable. La hype va être exceptionnelle. Oh là là, tu me fais plaisir à dire ça. On vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter à quel point nos prédictions étaient mauvaises en début de saison, puisqu'on s'est complètement loupé. Mais c'est le jeu, ça arrive. C'est la F2. Des fois, on se gourre complètement. Et c'était le cas cette année, mais à culpa. N'hésitez pas à donner, vos impressions sur cette saison, sur le titre de Schumacher, sur le niveau de Robert Schwartzman et de Kyle Mailot qui resteront sans doute en F2 l'an prochain. Louis, je te remercie pour cette émission. De rien, ça m'a fait grand plaisir d'être ici. Salut à tous. Salut.